ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. Caen devait tomber le 6 juin 1944. Tel était l'objectif assigné au 1er corps britannique sous le commandement de Miles Dempsey. Mais à la fin de la journée, la ville restait aux mains allemandes. Dans les heures suivantes, plus de 115 000 soldats alliés, appuyés par des centaines de chars, 656 pièces d'artillerie et le commandement de Bernard Montgomery avancèrent sans parvenir à rompre la ligne. Face à eux, le 1er SS Panzerkorps de Sepp Dietrich, avec la 12e division Panzer SS Hitlerjugend de Kurt Meyer, maintint ses positions sous un feu constant. Au cours des semaines suivantes, la pression augmenta. Des bombardements massifs ravagèrent la ville, des milliers d'hommes tombèrent et des unités entières furent réduites après des combats continus. Des blindés détruits, des positions balayées et des contre-attaques constantes définissaient le front. Caen ne tomba pas en un jour. Elle se transforma en un champ de destruction totale. Comment en est-on arrivé à ce point? Avant le débarquement, une défense conditionnée par l'erreur. L'équilibre de la guerre commença à se rompre. À partir de l'automne 1942, le Troisième Reich perdit l'initiative après une série de défaites successives sur différents fronts. En Afrique du Nord, les forces de l'Afrika Korps, sous le commandement du maréchal Erwin Rommel, furent vaincues à El Alamein, ce qui entraîna la perte de l'Égypte et de la Libye, tandis que le débarquement allié au Maroc et en Algérie lors de l'opération Torch éliminait le contrôle de la France de Vichy sur l'Afrique occidentale. Dans le même temps, sur le front oriental, l'armée rouge encercla et détruisit les forces allemandes à Stalingrad, forçant la capitulation d'environ 90 000 soldats le 2 février 1943 et provoquant des centaines de milliers de pertes qui marquèrent un tournant dans la guerre. À partir de ce moment, la dégradation ne fut pas seulement militaire. Le leadership allemand commença à montrer des signes clairs d'usure. Adolf Hitler, qui jusque-là avait construit une image de contrôle absolu après des années de victoire, intervint de manière de plus en plus directe dans les décisions opérationnelles depuis son quartier général de la Tanière du Loup, en Prusse orientale. Il refusa les retraites stratégiques, écarta toute possibilité de négociation et maintint des ordres rigides qui empêchaient de céder du terrain. À cela s'ajouta une détérioration physique et psychologique progressive, aggravée par l'usage constant de médicaments, qui affecta sa capacité de décision à un moment critique du conflit. Dans ces conditions, alors qu'une grande opération alliée se préparait sur le front occidental en juin 1944, la réponse allemande fut conditionnée dès le départ. Le haut commandement restait convaincu que le débarquement principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais, ce qui retarda le mouvement des réserves blindées vers d'autres secteurs même après le début de l'opération. Cette interprétation erronée permit aux forces alliées d'établir une tête de pont en territoire français et de consolider leur position avant qu'une réponse efficace ne puisse être organisée. À ce stade, le conflit était entré dans une nouvelle phase. Europe était 1944. Le Troisième Reich maintenait encore le contrôle d'un territoire s'étendant du Cap Nord aux Pyrénées et de la Manche aux frontières de l'Union soviétique. Cependant, la pression s'accumulait aux deux extrémités. À l'est, les forces de Joseph Staline avançaient sans s'arrêter. À l'ouest, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada concentraient hommes, véhicules et matériels pour ouvrir un nouveau front. Sur le littoral de la Manche, les défenses allemandes restent déployées le long du mur de l'Atlantique. Dans cette bande côtière, plusieurs divisions d'infanterie et un régiment de parachutistes occupent des positions sans avoir été alertés de l'ampleur de la menace. Beaucoup des commandants responsables ne se trouvent pas à leur poste. Les réserves blindées, éléments clés de toute réaction, dépendent directement de décisions de haut niveau. Parmi ces réserves se trouvent les formations les plus décisives du système militaire allemand, les divisions Panzer de la Waffen-SS. Ces unités ne naissent pas comme une extension conventionnelle de l'armée. Leur origine remonte à 1933, lorsque Adolf Hitler ordonne la création d'une garde personnelle sous le commandement de Sepp Dietrich. De cette première unité, composée de 117 hommes sélectionnés selon des critères physiques, politiques et ratios stricts, se développe la Leibstandarte Adolf Hitler. En quelques mois, cette formation passe d'une garde cérémonielle à une structure militaire en expansion.
Ses membres prêtent serment de fidélité directe au Führer le 9 novembre 1933 à Munich. À partir de ce moment, l'unité adopte un caractère distinct. Elle ne dépend ni de la structure traditionnelle de l'armée, ni de celle de la police. Son identité se construit sur une combinaison de discipline militaire, de fidélité idéologique et de cohésion interne. Au cours des années suivantes, la Leibstandarte grandit, incorpore de nouveaux éléments et participe à des actions décisives au sein du régime. En 1934, elle intervient dans l'élimination de la direction des SA lors de la Nuit des longs couteaux. En 1938, elle accompagne l'annexion de l'Autriche. En 1939, elle entre en combat en Pologne comme unité motorisée. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Leibstandarte n'est plus une garde. C'est un régiment complet doté d'infanterie, d'artillerie, d'unités anti-chars, de reconnaissance, du génie et des transmissions. Sa structure reflète une évolution vers un modèle de combat intégré. À partir de 1940, la Waffen-SS adopte des principes définis par Hitler. L'organisation doit constituer une force idéologique et militaire capable d'opérer à l'intérieur et à l'extérieur du Reich. Ses membres doivent satisfaire à des critères raciaux stricts, s'identifier à la doctrine de l'État et combattre comme n'importe quelle unité du front afin de garantir sa légitimité. Dans ce contexte, la Leibstandarte et d'autres formations comme Das Reich ou Totenkopf développent une forme de combat fondée sur l'intégration des armes. Infanterie, blindés, artillerie et appui aérien opèrent de manière coordonnée. Ce système se consolide au cours des campagnes de France, des Balkans et de l'Union soviétique. Sur le front oriental, l'unité participe à des opérations de grande ampleur. Elle combat en Ukraine, avance vers le Don et prend part à la capture de Rostov en novembre 1941. Les pertes sont élevées. Plus de 5000 hommes sont mis hors de combat au cours d'une seule campagne. Malgré cela, l'unité conserve sa cohésion. En 1942 et 1943, la Leibstandarte est réorganisée en division Panzergrenadier, puis en division Panzer. Sa structure comprend des régiments d'infanterie mécanisés, de l'artillerie, des unités antiaériennes, des ingénieurs et un régiment de chars avec des compagnies lourdes équipées de Tiger I. Sa force dépasse les 20 000 hommes. En mars 1943, après de violents combats à Kharkov, la division subit des pertes atteignant 44% de sa force de combat. Malgré cela, elle continue d'opérer. Ce niveau d'usure n'empêche pas son emploi dans de nouvelles offensives. Cette même année, Adolf Hitler ordonne la création d'une nouvelle structure, le premier SS Panzerkorps. Le commandement est confié à Sepp Dietrich. La nouvelle formation est constituée à partir de 2 divisions principales, la Leibstandarte et une unité nouvellement créée, la 12e division SS Panzer Hitlerjugend. La Hitlerjugend est formée en juin 1943 à Beverloo, en Belgique. Ces soldats proviennent en grande partie des jeunesses hitlériennes. Ces cadres, en revanche, sont des vétérans de la Leibstandarte ayant une expérience du front oriental. Cette combinaison produit une structure particulière, des officiers expérimentés et des troupes jeunes soumises à une forte formation idéologique. Pendant ce temps, le quartier général du premier SS Panzerkorps est établi à Berlin, puis se déplace à Bruxelles et ensuite en France. Sa composition comprend un commandement d'artillerie, des unités de transmission, de la police militaire et des éléments de sécurité. Au début de 1944, la Leibstandarte a été fortement réduite après des mois de combat en Ukraine. En février, elle ne dispose plus que de 3 chars opérationnels et de 4 canons d'assaut. Ses effectifs sont réduits à un peu plus d'1 millier d'hommes en état de combat. L'unité est retirée du front et envoyée en réorganisation. Les survivants constituent le noyau d'une nouvelle force. Leur expérience accumulée au fil des années de combat se combine avec des renforts provenant de diverses sources, y compris des membres de la Luftwaffe et des remplaçants d'autres unités. En parallèle, la 12e SS Hitlerjugend termine son entraînement en Belgique. Sous le commandement de Fritz Witt, la division est structurée selon le modèle des formations blindées allemandes, avec des régiments de grenadiers Panzer, des unités blindées, de l'artillerie, du renseignement et des éléments de soutien. À l'ouest, la situation stratégique devient de plus en plus instable. Les forces alliées concentrent des ressources en Grande-Bretagne. Le volume des moyens est considérable.
des milliers de navires, des centaines d'unités navales et une aviation capable d'opérer en continu au-dessus du continent. Dans ce contexte, le premier SS Panzer Corps reste l'un des rares éléments capables de réagir rapidement. Ces divisions, bien que usées ou en cours de formation, représentent la principale réserve mobile disponible. La nuit précédant l'invasion, la confiance persiste dans certains secteurs du commandement allemand. Un commandant de régiment de la Waffen-SS exprime clairement cette perception. Il estime que la force ennemie pourra être repoussée en quelques heures. Cependant, la réalité est différente. Les forces alliées ont déjà lancé une opération de grande ampleur. Dans les airs, des milliers de parachutistes sont déployés sur les flancs du front. En mer, une flotte de milliers d'embarcations s'approche du littoral. À terre, les défenses allemandes restent partiellement désorganisées. Au début de juin 1944, la phase décisive est sur le point de commencer. Les principales réserves blindées allemandes en France restent dispersées. Le déploiement ne relève pas d'une autorité opérationnelle unique. Le maréchal Gerd von Rundstedt, responsable du front occidental, et le maréchal Erwin Rommel, commandant le groupe d'armée B, ont des visions différentes de l'emploi des divisions Panzer. L'un défend leur maintien en profondeur, l'autre insiste pour les positionner près de la côte afin de réagir immédiatement. En Normandie, le dispositif allemand combine des unités d'infanterie statiques et des formations mobiles. Le long du littoral, des divisions comme la 716 division d'infanterie occupent des positions défensives dans des bunkers, des nids de mitrailleuses et des batteries côtières. Leur mission est de résister au premier choc. Derrière cette ligne, à plus grande distance, se trouvent les réserves capables d'intervenir. Parmi elles se distingue la division Panzerlehr, équipée d'un nombre élevé de véhicules blindés et de transports mécanisés. On trouve également la 21e division Panzer, déployée aux abords de Caen. Plus à l'intérieur, la 12e division SS Panzer Hitlerjugend est concentrée dans la zone comprise entre Lisieux, Évreux et les secteurs au sud de Caen. Ces unités ne sont pas en première ligne, mais suffisamment proches pour intervenir si l'ordre est donné. Son commandement est assuré par le général Fritz Witt, avec des officiers expérimentés comme Kurt Meyer à la tête d'unités clés. Le premier SS Panzer Corps, sous le commandement de Sepp Dietrich, constitue le noyau de la réserve blindée allemande. Ces éléments sont dispersés, certains en cours de réorganisation et d'autres en position d'attente. Ils ne sont pas déployés sur une ligne continue, mais prêts à se concentrer lorsque cela sera nécessaire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, l'accumulation des forces alliées atteint un volume sans précédent. En Grande-Bretagne, les unités américaines, britanniques et canadiennes achèvent leur préparation. L'opération prévue implique le transfert simultané d'un nombre massif d'hommes et de matériel à travers la mer. Les chiffres sont précis. Plus de 150 000 soldats sont destinés à la première vague. Près de 24 000 parachutistes seront largués sur les flancs de la zone d'opération. En mer, une flotte composée d'environ 6 500 embarcations, incluant des navires de guerre, des transports et des péniches de débarquement, se prépare à traverser la Manche. Le volet blindé est également défini. Des centaines de chars, dont des modèles Sherman, accompagneront les unités d'infanterie sur les plages. Le soutien aérien sera constant, avec des milliers de sorties planifiées afin d'assurer le contrôle de l'espace aérien. Malgré l'ampleur de ces préparatifs, le commandement allemand n'identifie pas avec certitude le point exact du débarquement. Le haut commandement considère que le secteur le plus probable est le Pas-de-Calais. La Normandie, bien que fortifiée, n'est pas perçue comme l'objectif principal. Cette évaluation conditionne la disposition des forces. Certaines unités restent en position éloignée, tandis que d'autres ne reçoivent pas d'ordre d'alerte maximale. Les informations disponibles ne se traduisent pas par une mobilisation complète. Durant les jours précédents, l'activité sur le littoral normand ne montre pas de changement significatif. Les patrouilles poursuivent leur routine. Jour J, des colonnes avancent sous le feu sans coordination. Au cours de la nuit du 6 juin 1944, alors que le débarquement allié était déjà en cours sur les côtes de Normandie, la structure de commandement allemande réagissait avec incertitude et retard. À 2h30, le général Günther Blumentritt, chef d'état-major du groupe d'armée B sous le commandement du maréchal Gerd von Rundstedt, émit de sa propre initiative un ordre destiné à la 12e division SS Panzer Hitlerjugend.
Cette unité devait immédiatement commencer des reconnaissances vers le secteur situé à l'est de la rivière Dives et surveiller sa propre zone face à la possibilité d'un débarquement aéroporté. Cette instruction reflétait le manque de clarté du haut commandement allemand, qui n'avait pas encore de certitude quant à l'ampleur ni à la direction principale de l'attaque alliée. La division se trouvait déjà en état de préparation avant de recevoir cette instruction officielle. Depuis sa zone de concentration, répartie entre Bernay, Orbeck et Vimoutier, le 25e régiment SS Panzergrenadier, agissant sur initiative directe de Meyer, avait envoyé des éléments de reconnaissance en direction de Caen. À 4 heures, après avoir reçu de nouvelles directives, Witt ordonna au bataillon de reconnaissance d'avancer afin d'éclaircir la situation le long du secteur côtier, compris entre l'embouchure de la Seine et Bayeux. Les rapports qui arrivaient étaient incomplets et dispersés, ce qui empêchait de se forger une image précise des événements, maintenant l'interprétation allemande dans le cadre d'une possible opération limitée et non d'une offensive principale. À 4h45, Blumentritt demanda au haut commandement suprême la libération des divisions blindées qui restaient en réserve stratégique. La demande fut rejetée. Le OKW ne considérait pas les débarquements aéroportés alliés comme l'effort principal, maintenant l'hypothèse d'une attaque majeure encore à venir, probablement dans le pas de Calais. Cette décision s'avéra déterminante dans les premières heures de l'opération, car elle empêcha une réaction immédiate avec des forces blindées concentrées. Peu après 5 heures, la 12e division SS Panzer, sous le commandement de Fritz Witt, fut subordonnée au groupe d'armée B d'Erwin Rommel, étant intégré au 84e corps du général Erich Marx. À 5h45, le commandement allemand autorisa le regroupement de la division dans la zone de Lisieux. L'ordre suscita une forte réaction négative parmi les commandants de l'unité. La zone attribuée était réduite, située trop à l'est par rapport au secteur où les débarquements avaient déjà été confirmés, et présentait un point critique évident au niveau des carrefours routiers, ce qui en faisait une cible idéale pour les attaques aériennes alliées. Sans itinéraire préalablement planifié ni zone de rassemblement préparée, le mouvement commença vers 10 heures dans des conditions défavorables. L'avance vers la zone d'opération se déroula sous une pression constante de l'aviation alliée. Les colonnes allemandes furent attaquées à plusieurs reprises pendant le déplacement, ce qui provoqua des pertes de véhicules, des retards et une désorganisation dans l'arrivée des unités. Kurt Meyer décrivit plus tard ce mouvement comme une avancée chaotique au milieu de civils en retraite, de véhicules détruits et de frappes aériennes continues qui obligèrent les troupes à avancer sans possibilité de s'arrêter ni de se réorganiser. Les unités ne pouvaient ni se dissimuler, ni se regrouper. La priorité était d'atteindre le front à tout prix. Au cours de l'après-midi du même jour, la situation changea de nouveau de manière brutale. Le premier corps SS Panzer, sous le commandement de Sepp Dietrich, reçut l'ordre de concentrer la 12e division SS Panzer autour d'Evrecy afin de contre-attaquer les forces alliées qui avaient pénétré dans le secteur occidental de la 21e division Panzer. L'objectif était clair, rejeter l'ennemi vers la mer et détruire la tête de pont. Cependant, le temps perdu dans les mouvements précédents et les ordres contradictoires avaient réduit de manière critique la capacité de réaction allemande. À 16 heures, Dietrich rencontra Fritz Witt à un carrefour au nord de Saint-Pierre-sur-Dives afin de coordonner l'opération. Les ordres prévoyaient que la division se concentre dans la zone d'Evrecy et se prépare à une contre-attaque. Néanmoins, le retard accumulé était déjà irréversible. Des éléments ayant atteint Lisieux vers 13 heures ne purent pas être redirigés à temps vers le nouvel objectif. S'ils avaient reçu cet ordre dès le début, ils auraient pu entrer en combat dans l'après-midi du 6 juin. En revanche, la traversée de la rivière Orne ne fut achevée qu'aux alentours de 21 heures et les premières unités n'atteignirent des positions proches de Noyers qu'à 23 heures. Le reste de la formation mit toute la nuit à se regrouper. Le déploiement d'autres unités fut encore plus lent. Le groupe de combat du 26e régiment SS Panzergrenadier ainsi que les chars Panther du 1er bataillon SS Panzer durent parcourir de longues distances sous des attaques constantes. Certaines unités ne parvinrent pas à franchir l'Orne avant la nuit du 7 au 8 juin et d'autres arrivèrent incomplètes en raison du manque de carburant. Les Panthers, par exemple, nécessitaient des milliers de litres de carburant après le déplacement, tandis que les stocks prévus dans la zone d'Evrecy avaient déjà été réduits par l'action de l'aviation alliée. À la tombée de la nuit du 6 juin, la situation à Caen reflétait l'impact du débarquement.
La ville était sous bombardement, avec des incendies étendus et des structures détruites. La destruction urbaine, loin d'avantager la défense allemande, compliquait les mouvements et la coordination. Sur le plan opérationnel, l'objectif imposé par le haut commandement restait le même: éliminer la tête de pont avant la fin de la journée. Cependant, même à ce moment-là, les commandants sur le terrain estimaient déjà cet objectif impossible à atteindre. Durant la nuit du 7 juin, le commandement allemand commença à réorganiser ses forces avec les moyens disponibles, cherchant à contenir l'expansion alliée avant qu'elle ne consolide pleinement ses positions. Aux premières heures de la journée, la 12e division SS commença à occuper des positions défensives avancées au nord de Caen. Des éléments du 25e régiment SS Panzergrenadier se déployèrent dans des localités comme Éperon, Saint-Contest, Biteau, ainsi qu'autour de l'abbaye d'Ardennes, qui devint un point de commandement avancé sous le contrôle de Kurt Meyer. Depuis ces positions, les forces allemandes pouvaient observer directement les mouvements alliés et préparer une réponse tactique adaptée à l'évolution du front. Pendant ce temps, les forces alliées avançaient depuis les zones de débarquement vers l'intérieur. Des unités de la 3e division d'infanterie canadienne commencèrent un mouvement vers le sud depuis Villons-les-Buissons, en direction de Caen et de l'aérodrome de Carpiquet. La formation d'avance présentait une structure étendue, avec des chars en tête et l'infanterie transportée derrière, ce qui créait une colonne allongée vulnérable à des attaques latérales si elle était détectée à temps. Depuis la position élevée de l'abbaye d'Ardennes, Meyer put observer en détail l'avance canadienne. La colonne alliée progressait sans avoir identifié la présence de forces allemandes sur ses flancs immédiats. Cette situation offrait une opportunité tactique que le commandement allemand décida d'exploiter. L'ordre fut d'attendre que la totalité de la colonne se trouve dans la zone d'action avant de lancer l'attaque, dans le but de maximiser l'impact et de provoquer la désorganisation complète de l'ennemi. Lorsque la force canadienne atteignit le point prévu, les unités allemandes lancèrent la contre-attaque. Les chars Panzer IV et les unités Panzer Grenadier ouvrirent le feu depuis des positions préalablement préparées, frappant les flancs de la formation alliée. Les premiers véhicules furent détruits en quelques minutes, ce qui provoqua l'interruption de l'avance et la rupture de la cohésion de la colonne. L'infanterie tenta de se déployer dans les localités voisines, notamment Auty et Francqueville, mais la pression de l'attaque empêcha toute réorganisation efficace. Le combat s'étendit pendant plusieurs heures dans la zone nord de Caen. Les unités allemandes parvinrent à reprendre le contrôle de positions clés, notamment Auty, Francqueville et des zones adjacentes, obligeant les forces canadiennes à se replier vers leur point de départ. L'intensité de l'affrontement entraîna des pertes significatives des deux côtés. Les forces alliées subirent plus de 240 pertes dans les unités directement impliquées dans l'avance, tandis que la 12e division SS enregistra environ 300 pertes au cours des actions de la journée, ainsi que la destruction d'un nombre considérable de véhicules blindés des deux côtés. Malgré le succès tactique obtenu lors de cette contre-attaque, la situation générale ne se résolut pas en faveur des forces allemandes. La coordination prévue avec la 21e division Panzer ne se matérialisa pas au moment critique, ce qui empêcha de transformer le succès local en rupture opérationnelle de la tête de pont alliée. Pendant ce temps, dans des secteurs plus occidentaux, de nouvelles unités alliées continuaient à débarquer et à avancer, sans rencontrer une résistance équivalente, élargissant progressivement la zone sous leur contrôle. À la fin du 7 juin, les forces de la 12e division SS Panzer établirent une ligne défensive continue s'étendant de Cambes à Francqueville. Cette position bloqua l'avance directe vers Caen, bien que la capacité offensive allemande fût conditionnée par la fragmentation initiale du déploiement, la perte de temps due à des mouvements contradictoires et le manque de coordination entre les différentes unités blindées disponibles. Durant le 8 juin, le haut commandement allemand tenta d'organiser une contre-attaque de plus grande ampleur, impliquant plusieurs divisions Panzer. Le plan prévoyait l'intervention coordonnée de la 12e division SS Panzer, de la 21e division Panzer et de la division Panzer Lehr. Cependant, l'exécution de cette opération fut entravée par des facteurs logistiques et opérationnels. La Panzer Lehr n'avait pas encore achevé son arrivée sur le front. La 21e division Panzer était engagée dans des tâches défensives et la 12e SS continuait à se déployer de manière incomplète. Malgré ces limitations, des actions offensives furent ordonnées en divers points du front.
des unités du 26e régiment SS Panzergrenadier avancèrent vers Noret, Puteaux et Brouet, entrant en contact direct avec des forces canadiennes déjà établies dans la zone. Les combats dans ces localités furent intenses et prolongés. À Puteaux, un bataillon canadien fut encerclé et subit des pertes supérieures à 250 hommes, ce qui refléta la capacité allemande à mener des attaques locales efficaces même dans des conditions défavorables. Cependant, la pression alliée restait constante. L'artillerie navale et les bombardements aériens infligeaient des dommages continus aux concentrations allemandes, rendant difficile toute tentative de réorganisation à grande échelle. Les unités allemandes progressaient dans certains secteurs, mais ne parvenaient ni à briser le dispositif ennemi, ni à le repousser de la tête de pont. Entre le 8 et le 10 juin, cette situation força un changement opérationnel. Le commandement allemand abandonna l'intention de détruire le débarquement et adopta une stratégie de contention, centrée sur l'empêchement de l'expansion alliée vers l'intérieur, en particulier en direction de Caen. Wittmann attaque, une colonne britannique détruite en quelques minutes. Le 12 juin 1944, la situation dans le secteur occidental de Caen commençait à changer de manière dangereuse pour le commandement allemand. La pression alliée ne s'exerçait plus uniquement sur le front immédiat, mais commençait à ouvrir une brèche entre les formations déployées. Entre le 1er corps Panzer SS de Sepp Dietrich, situé à l'ouest de la rivière Seulles, et le 84e corps du général Marx, plus à l'ouest autour de Balleroy, l'espace non couvert s'élargissait rapidement. La 352e division d'infanterie avait perdu sa capacité opérationnelle et ne pouvait plus tenir son secteur. Le propre Marx indiqua que son unité ne conservait pratiquement plus de valeur de combat et que la brèche continuait de s'élargir sans contrôle. La réponse allemande dépendait de renforts qui n'étaient pas encore disponibles. La 3e division parachutiste et la 2e division blindée avaient été désignées pour combler la brèche, mais leurs éléments blindés ne seraient pas en position avant le 14 ou même le 15 juin. Pendant ce temps, le front était tenu par des unités légères de reconnaissance, insuffisantes pour contenir une pénétration profonde. Dans ce contexte, le général Friedrich Dollmann ordonna de maintenir la ligne existante en attendant la mise en liberté d'éléments blindés pour des contre-attaques. Cependant, Dietrich informa ses subordonnés qu'il ne disposait déjà plus de réserves réelles et qu'un coup concentré était alors impossible. Ce même jour, la crise se matérialisa. La 1re division d'infanterie américaine avança sur Caumont, une position élevée entre Villers-Bocage et Saint-Lô qui dominait toute la zone. Après une progression d'environ 8 km, les troupes américaines occupèrent le village à la tombée de la nuit. Durant l'action, le général Marx fut tué lorsqu'il fut touché par une attaque aérienne, alors qu'il tentait d'organiser une défense improvisée. La perte du terrain et du commandant aggrava encore la situation allemande dans ce secteur critique. Le commandement britannique réagit immédiatement en détectant la brèche. La 7e division blindée, qui n'avait pas réussi à percer les défenses de la division Panzerlehr à Tilly-sur-Seulles, reçut l'ordre d'exploiter la faille en direction de Villers-Bocage. Cependant, le terrain du bocage imposait des conditions complètement différentes de celles des campagnes précédentes. Les équipages, habitués à combattre à longue distance, se retrouvèrent confrontés à des canons anti-chars à moins de 50 mètres et à des attaques depuis les haies. Même la Panzerlehr, entraînée aux manœuvres mobiles, dut s'adapter rapidement, utilisant chaque char comme noyau défensif pour soutenir des contre-attaques locales. Malgré ces difficultés, le général Dempsey ordonna de rediriger l'avance britannique vers Villers-Bocage. Montgomery considéra cette manœuvre comme une possible opportunité décisive. Pendant ce temps, Dietrich prit une décision critique, engager sa seule réserve disponible dès son arrivée. Cette réserve était le 101e bataillon lourd de chars SS Panzer. L'unité avait subi des pertes lors de son déplacement depuis Beauvais en raison d'attaques aériennes et de pannes mécaniques, avec 27 hommes hors de combat et plusieurs chars endommagés. Malgré cela, ces compagnies furent envoyées vers le front sans attendre des réparations complètes. Le déploiement s'avéra déterminant. La 1re compagnie du capitaine Rolf Möbius, avec 9 Tigers, se positionna près de Noyers-Bocage. La 2e compagnie, sous le commandement du lieutenant SS Michael Wittmann, avec seulement 5 chars opérationnels, occupa une position clé au point 213, au nord-est de Villers-Bocage. Wittmann était déjà l'un des commandants de chars les plus expérimentés des Waffen-SS.
Il avait combattu en Pologne, en France et sur le front de l'Est, accumulant des dizaines de destructions confirmées et recevant la croix de chevalier avec feuilles de chêne. Sa présence à cet endroit aurait des conséquences immédiates. Le 13 juin à 5h30, la 22e brigade blindée britannique reprit son avance. La colonne, composée d'unités du 4e County of London Yeomanry, du 5e Royal Tank Regiment, d'éléments de la Rifle Brigade et d'artillerie automotrice, progressa vers Villers-Bocage sans rencontrer de résistance significative. À 8h, les premiers éléments atteignirent le point 213 et s'arrêtèrent. Les équipages descendirent de leurs véhicules tandis que l'infanterie se déployait. La route vers Caen leur était ouverte, à moins de 20 km. À ce moment-là, Whitman agit. Sans déployer complètement son unité, il avança avec son Tiger depuis une position couverte au sud de la route. Il ouvrit le feu sur le dernier char de la colonne et pénétra directement dans la formation britannique. À des distances comprises entre 50 et 80 mètres, il détruisit des véhicules de transport, des semi-chenillés et des chars légers. La colonne se retrouva piégée dans une route étroite, sans possibilité de manœuvre. Les armes anti-chars britanniques ne parvinrent qu'à offrir une résistance limitée face au blindage du Tiger. Après avoir brisé la colonne, Whitman continua vers l'intérieur de Villers-Bocage. À l'entrée orientale, il détruisit des véhicules de reconnaissance, les chars du quartier général du 4 CLI et des chars d'appui d'artillerie. À 8h30, les rapports britanniques confirmaient la destruction de ces éléments. Pendant ce temps, au point 213, le reste de la compagnie allemande commença à refermer l'encerclement. Vers 10h, les Britanniques signalaient être encerclés par des chars Tiger. 30 minutes plus tard, la situation devint intenable et les communications furent interrompues. À midi, les forces britanniques sur la hauteur se rendirent. Le groupe de combat avait été détruit en tant qu'unité opérationnelle. Les pertes comprenaient 20 chars Cromwell, 4 Sherman Firefly, 3 Stuart, des véhicules de transport et des pièces anti-chars. Des dizaines d'hommes furent tués ou blessés, tandis que d'autres furent capturés. L'action d'un petit nombre de chars lourds avait neutralisé une division blindée entière en quelques heures. Cependant, le combat ne s'arrêta pas là. Des éléments britanniques tentèrent de réorganiser la défense à l'intérieur de la ville. De l'infanterie du 1er bataillon du 7e régiment Queens occupa des positions et prépara des embuscades avec des armes anti-chars portatives. Lorsque les Tigers de la première compagnie de Möbius avancèrent vers Villers-Bocage, ils furent accueillis par des tirs depuis des bâtiments et des rues latérales. Certains chars allemands furent touchés par des piatés et des bombes collantes lancées à très courte distance. Au moins un Tiger et plusieurs Panzer IV furent mis hors de combat lors de ces combats urbains. Dans l'après-midi, la situation britannique se détériora de nouveau. L'infanterie allemande commença à s'infiltrer dans les positions, tandis que les commandants britanniques perdèrent le contrôle de leurs unités. À 16h50, la position fut jugée intenable. L'ordre de retrait vers les hauteurs à l'ouest de la ville fut donné. Le repli s'effectua sous une pression constante, laissant Villers-Bocage aux mains des Allemands. Le 14 juin, le commandement britannique décida de retirer complètement la 7e division blindée du secteur. Le mouvement se déroula sous couverture aérienne, les bombardiers de la RAF larguant plus de 1700 tonnes d'explosifs dans la zone. Malgré cela, les Allemands consolidèrent leur contrôle de la ville et conservèrent la position durant les semaines suivantes. Sur cette base, les forces allemandes réorganisèrent leur dispositif défensif autour de Villers-Bocage et des hauteurs voisines. Les unités du 1er corps Panzer SS, ainsi que des éléments de la division Panzer Lehr, consolidèrent leur position sur un terrain permettant de contrôler les accès vers Caen et de bloquer toute tentative de pénétration profonde depuis l'ouest. Le front dans ce secteur cessa d'être fluide et devint une ligne plus rigide, soutenue par des blindés lourds et des unités de grenadiers Panzer. Durant la nuit du 13 au 14 juin, l'activité allemande resta limitée. Les forces disponibles n'étaient pas en mesure de lancer une contre-offensive à grande échelle. Seules des patrouilles de reconnaissance et de petits groupes d'infanterie menèrent des actions de harcèlement. Les rapports de renseignement britanniques signalèrent un manque de coordination et l'absence de coups décisifs, malgré l'opportunité tactique créée après le retrait allié.
Les divisions blindées, bien qu'ayant réussi à contenir l'avance, ne disposaient pas encore de la capacité nécessaire pour exploiter pleinement ce succès. Le 14 juin, les attaques allemandes contre les nouvelles positions britanniques furent limitées et fragmentées. La première eut lieu vers midi, exécutée principalement par de l'infanterie appuyée par des éléments de reconnaissance de la Panzerlehr. Plus tard, vers 19h30, une seconde action se déroula dans le secteur sud avec la participation d'unités de la 2e division blindée et l'appui de chars Tiger. Toutefois, ces attaques ne parvinrent pas à percer les défenses britanniques, qui bénéficiaient d'un puissant soutien d'artillerie. En réponse, plus de 160 pièces, incluant de l'artillerie britannique et américaine, ouvrirent le feu sur les concentrations allemandes. Malgré les rapports évoquant de lourdes pertes allemandes, les résultats réels furent plus limités. Un seul Tiger fut endommagé puis récupéré par la suite. Les chiffres de pertes infligées par l'artillerie alliée furent considérablement exagérés dans les rapports ultérieurs. La capacité offensive allemande restait réduite, mais suffisante pour maintenir la pression et empêcher une réorganisation offensive immédiate des Britanniques. Le mur d'acier, la 12e SS sans réserve. Le 14 juin marqua un tournant silencieux dans le secteur de Caen. Ce matin-là, à son poste de commandement situé à Venoy, aux abords de la ville, le commandant de la 12e division SS Panzer Hitlerjugend, Fritz Witt, mourut après avoir été atteint par des éclats au visage lors d'un bombardement naval. Il avait 36 ans et cumulait des décorations de haut niveau, parmi lesquelles la croix de chevalier avec feuilles de chêne, la croix allemande en or et les croix de fer de première et de deuxième classe. Sa mort imposa un remplacement immédiat en pleine pression opérationnelle. Sepp Dietrich désigna comme successeur Kurt Meyer, l'officier le plus gradé disponible dans la division, tandis que le lieutenant-colonel Karl-Heinz Milius prit le commandement du 25e régiment SS Panzergrenadier. Dans le 3e bataillon, le commandement revint au capitaine Fritz Steger, également décoré de la croix de chevalier. La relève s'effectua dans des conditions de combat continus. Le quartier général divisionnaire fut rapidement transféré à Verson, à 4 km au sud-ouest, se retrouvant à seulement 3 km du poste avancé de Dietrich à Baron. La disposition du commandement allemand reflétait la pression du front. Les véhicules de communication étaient placés à grande distance du centre de commandement, parfois jusqu'à 2 km, reliés par des câbles téléphoniques. Malgré ces mesures, les unités alliées d'interception parvenaient à localiser de nombreux postes de commandement. La vulnérabilité était constante. Avant sa mort, Witt avait averti de la détérioration de la situation dans le secteur voisin de Panzerlehr. Il avait demandé l'autorisation de raccourcir la ligne défensive et de retirer les unités avancées, en particulier le 26e régiment SS Panzergrenadier de Wilhelm Mohnke, déployé à Christo, Brouet, et le Mesnil-Patrie, ainsi que le 12e bataillon de reconnaissance SS de Bremer, qui couvrait un front de 3 km au sud de Léauvant sans les moyens adéquats. La demande fut initialement rejetée. Ce n'est qu'après des insistances ultérieures de Meyer qu'un retrait limité fut autorisé. Durant la nuit du 15 au 16 juin, la division exécuta ce repli de manière ordonnée et sans être détectée. La nouvelle ligne fut établie en liaison avec le 25e régiment à Francqueville et s'étendait de Saint-Mauvieux en suivant le côté sud du ruisseau de la Mue jusqu'à Fontenay, à environ 1000 mètres au nord de la route principale. La redistribution fut organisée d'est en ouest avec le 1er bataillon, suivi du bataillon du génie, du 2e bataillon, du bataillon de reconnaissance et du 3e bataillon. Les chars Panzer 4 du 2e bataillon furent déployés sur tout le front en position d'embuscade anti-chars, tandis que les Panthers furent retirés dans la zone de Noyer comme réserve opérationnelle. Des champs de mines furent installés aux accès de le Mesnil-Patrie et le front fut stabilisé dans une configuration plus compacte. Cependant, la situation matérielle était critique. Au 16 juin, Meyer ne disposait que de 52 Panzer IV, 38 Panthers, 10 pièces automotrices Wespe de 105 mm et 5 Hummel de 150 mm prêts au combat. À cela s'ajoutaient 1149 pertes accumulées sans réception de remplacement. La pression aérienne alliée et le volume constant des tirs d'artillerie commençaient à affecter la cohésion des troupes. Même des vétérans ayant l'expérience du front de l'Est reconnaissaient n'avoir jamais affronté une intensité comparable. Dans ce contexte, Meyer identifia une dégradation progressive de la capacité défensive.
Lors d'une réunion dans son poste de commandement, il observa l'inquiétude généralisée parmi ses officiers. La supériorité navale et aérienne alliée, ainsi que l'usure constante, indiquaient une détérioration structurelle du front. Les pertes incluaient du personnel expérimenté et du matériel difficile à remplacer. La division opérait déjà avec des ressources minimales et sans renforts immédiats. Le 16 juin, immédiatement après avoir achevé le repli, les forces britanniques lancèrent de nouvelles actions offensives. 2 bataillons de la 49e division d'infanterie, le King's Own Yorkshire Light Infantry et le 11e Royal Scots Fusiliers, appuyés par des éléments du 24e régiment léger, attaquèrent Brouet et Christaux. Simultanément, la 3e division canadienne avança vers le Mesnil-Patry. L'attaque fut soutenue par environ 250 pièces d'artillerie, des tirs navals et l'aviation tactique. Le succès fut immédiat, facilité par le retrait allemand préalable. Pendant les 2 jours suivants, les combats se concentrèrent dans la zone dominante du parc de Bois-Londe, au nord de Fontenay. Là, les forces de Mohnke, appuyées par des chars Panzer IV, affrontèrent des unités de la 49e division britannique, en particulier les 6e et 7e bataillons du régiment Duke of Wellington, avec le soutien blindé de la 8e brigade. À l'issue de ces affrontements, la 12e SS avait subi 151 pertes, dont 40 morts, tandis que les Britanniques enregistrèrent 324 pertes et la destruction de 4 chars. L'impact sur les unités britanniques fut significatif. Le régiment Duke of Wellington fut tellement affaibli, avec 236 pertes, qu'il fut retiré du front et renvoyé en Angleterre pour y être réorganisé. Le 18 juin, la 50e division britannique captura Tilly, ce qui modifia l'équilibre du secteur. Afin d'éviter une exposition de son flanc, Meyer ordonna l'abandon du parc de Bois-Londe, qui devint une zone sans contrôle effectif. À partir de ce moment, la défense allemande se réorganisa en profondeur limitée, mais avec une forte capacité de réaction. La moitié nord de Fontenay fut tenue au moyen de positions d'embuscade avec des panzers, 4 appuyés par des grenadiers, tandis que l'essentiel du 26e régiment de Mohnke fut déployé dans la moitié sud. Cette disposition se maintint durant les jours suivants, consolidant une ligne défensive fondée sur des points forts et des feux concentrés. Entre le 8 et le 24 juin, le secteur au nord et au nord-ouest de Caen resta relativement stable. Les divisions blindées SS restaient en première ligne sans possibilité de relève, en raison de l'absence de divisions d'infanterie allemande. Le 2e corps blindé SS de Paul Hauser, avec les 9e et 10e divisions SS, était en mouvement depuis la Pologne, mais son arrivée n'était pas attendue avant le 25 juin. La Leibstandart rencontrait des difficultés logistiques pour son transfert depuis la Belgique. Seule la 2e division SS Das Reich avait atteint la zone de Saint-Lô, où elle restait en réserve. En ce moment-là, la capacité allemande à lancer une contre-attaque de grande ampleur était limitée. Parallèlement, le commandement allié préparait une offensive concentrée dans le secteur occidental de Caen, prévue pour les jours suivants et connue par la suite sous le nom d'opération Epsom. Cependant, à l'aube du 19 juin, une violente tempête s'abattit sur la Manche pendant 3 jours consécutifs, perturbant le rythme des préparatifs. Les conditions météorologiques interrompirent gravement le flux logistique allié. Entre le 15 et le 18 juin, avant la tempête, avaient été débarqués 15 774 soldats, 2 965 véhicules et 10 666 tonnes de ravitaillement. Durant la période de la tempête, du 19 au 22, ces chiffres chutèrent à 3 982 hommes, 1 375 véhicules et 4 286 tonnes. L'offensive dut être reportée. Pour les Allemands, la tempête offrit une fenêtre opérationnelle. La réduction de l'activité aérienne alliée permit de déplacer des troupes et des approvisionnements avec un risque moindre d'attaques aériennes. À court terme, aucun des 2 camps ne put lancer d'opération décisive. Le front resta dans une situation de tension contenue, les 2 armées réorganisant leurs forces en prévision d'une offensive majeure. Le 25 juin marqua le début d'une offensive alliée de grande ampleur dans le secteur de Caen. L'objectif était clair, franchir les rivières Odon et Orne et sécuriser les hauteurs au sud, isolant la ville et compromettant le flanc droit allemand en Normandie. L'opération, structurée en plusieurs phases, impliquait l'action coordonnée de 3 corps d'armée. Le 30e corps devait avancer en premier vers Rorey et Noyers,
tandis que le 8e corps, fraîchement débarqué, exécuterait l'attaque principale en perçant les positions allemandes sur un front étroit. Dans le même temps, le 1er corps agirait au nord de Caen afin de sécuriser l'aérodrome de Carpiquet et de nettoyer la ville. Le déploiement allemand préalable à l'offensive reflétait une défense compacte mais peu profonde. Le 26e régiment SS Panzergrenadier de Mohnke occupait le secteur de Fontenay avec son 3e bataillon, appuyé par des compagnies de reconnaissance, du Génie et la 8e compagnie de chars équipée de Panzer IV. À Saint-Mauvieux, le dispositif comprenait le 2e bataillon de Panzergrenadier, le bataillon du Génie et le 1er bataillon avec son poste de commandement installé au château de la Mare. Les compagnies blindées étaient réparties en positions alternées, prêtes à réagir rapidement. En arrière, des batteries d'artillerie automotrice et remorquées complétaient le système défensif. La structure ne correspondait pas à un modèle défensif classique avec plusieurs lignes échelonnées. Les pertes accumulées et l'étendue du front, d'environ 18 km, empêchaient d'établir une profondeur. Les positions avancées et principales fusionnaient en une seule ligne, approximativement sur l'axe Caen-Fontenay. Au sud de l'Odon, aucune infanterie allemande n'était déployée. Seules des pièces antiaériennes de 88 mm couvraient le terrain. La défense reposait sur des points d'appui, des embuscades et la mobilité des blindés. À 4h15 le 25 juin, le bombardement allié commença. Plus de 250 pièces d'artillerie ouvrirent le feu, préparant l'avance de la 49e division d'infanterie britannique sous le commandement du major-général Evelyn Barker. La division, renforcée par la 8e brigade blindée, progressa derrière un barrage de feu continu. Cependant, l'apparition d'un épais brouillard réduisit la visibilité à quelques mètres, provoquant une désorganisation des unités attaquantes. Les chars s'arrêtèrent dans plusieurs secteurs et l'infanterie continua sans appui immédiat. Malgré le chaos initial, les Britanniques parvinrent à sécuriser des positions clés. Le bas de Fontenay et la partie occidentale de Fontenay furent occupés durant la matinée. Vers midi, des unités du King's Own Yorkshire Light Infantry atteignirent le bois de Tessel, établissant une menace directe sur le flanc allemand. Le coup fut élevé. 263 pertes entre morts et blessés. La pression sur le 26e régiment de Mohnke augmentait rapidement. La réaction allemande fut immédiate. Le major SS Holbotter dirigea une contre-attaque avec des éléments du 3e bataillon de Panzergrenadier appuyés par des chars Panzer IV. L'objectif était de reprendre le bois de Tessel et de stabiliser le front. L'opération échoua. Le terrain, la pression de l'artillerie et la supériorité numérique alliée empêchèrent de rétablir la situation. Néanmoins, la contre-attaque ralentit suffisamment l'avance britannique pour éviter une rupture immédiate. À Fontenay-le-Pesnel, les combats suivirent un déroulement différent. Le 11e Royal Scots Fusiliers ne parvint pas à prendre le village au cours de la journée. Même après l'engagement du 7e régiment Duke of Wellington avec l'appui de chars, la résistance allemande se maintint. Le 3e bataillon de Panzergrenadier SS, renforcé par des unités de reconnaissance, du Génie et un appui blindé, conserva la position durant la nuit. Les pertes britanniques atteignirent 201 hommes, tandis que les Allemands affirmèrent avoir détruit 5 chars ennemis. Dans l'après-midi, une brèche commença à s'ouvrir entre la 12e SS et la division Panzerlehr. La route vers le sud, en direction de Noyers et Villers-Bocage, se retrouvait exposée. Pour la fermer, Dietrich ordonna à Max Wünsch d'avancer avec des éléments blindés du 1er bataillon SS Panzer, appuyés par de l'infanterie. Le groupement parvint à établir le contact avec les unités de Fontenay, stabilisant temporairement le secteur, sans toutefois rétablir complètement la ligne initiale. À la fin du 25 juin, la 12e SS avait réussi à contenir l'avance, mais au prix de pertes importantes, 188 hommes. Le front tenait encore, mais le flanc occidental restait vulnérable. Du point de vue allié, la première phase de l'opération n'avait pas atteint tous ses objectifs, même si elle avait exercé une pression constante sur les défenses allemandes. Le 26 juin, l'offensive reprit avec une intensité accrue. À 7h30, un bombardement encore plus massif, avec plus de 300 pièces d'artillerie, précéda l'avance du 8e corps britannique. La 15e division écossaise, appuyée par des chars Churchill, progressa vers Cheux, Saint-Mauvieux et les hauteurs voisines. L'attaque se développa sur un front étroit, avec des unités avançant en colonne à travers un terrain complexe.
Les troupes allemandes laissèrent le barrage d'artillerie passer au-dessus de leur position avant d'ouvrir le feu à très courte distance. Les panzergrenadiers, dissimulés dans des positions camouflées, infligèrent de nombreuses pertes. Les champs de mines ralentirent l'avance des blindés. Le 7e régiment de chars perdit 9 véhicules, tandis que l'infanterie se retrouvait exposée sans couverture adéquate. Le combat se déroula avec une intensité constante. À Cheux, les forces écossaises parvinrent à entrer dans le village après avoir subi des pertes importantes, dont 12 officiers et près de 200 hommes. Au haut du Bosc, l'avance fut stoppée après des combats au corps à corps. À Saint-Mauvieux, les Britanniques réussirent à pénétrer, mais furent soumis à des contre-attaques répétées. Les pertes cumulées des deux camps augmentaient rapidement. Pendant ce temps, les blindés allemands maintenaient des positions dominantes à Raoret et sur d'autres hauteurs clés. De là, les Panthers et les Panzer IV battèrent le terrain découvert, rendant toute progression alliée durable difficile. L'artillerie allemande, notamment les canons de 88 mm déployés dans la vallée de l'Odon, joua un rôle décisif dans la limitation de l'attaque. Malgré la résistance, les Britanniques continuèrent de pousser. Le terrain conquis formait une saillie étroite dans le front allemand. Toutefois, la congestion dans des points clés comme Cheux et le manque de coordination entre les unités blindées et l'infanterie limitèrent l'exploitation de l'avance. Les tentatives de progression vers les ponts de l'Odon furent stoppées par des tirs anti-chars et des contre-attaques locales. À la fin du 26 juin, l'avance alliée avait pénétré d'environ 6 km depuis la ligne initiale, sans atteindre la rivière Odon. La 12e SS avait réussi à freiner l'élan principal, mais au prix de pertes élevées. 730 pertes en une seule journée. Certaines unités, comme le bataillon du génie SS, furent réduites à la moitié de leur effectif. Néanmoins, de nombreux éléments isolés parvinrent à regagner les lignes allemandes durant la nuit et à se réorganiser. 2500 tonnes ravagent la ville lors d'un bombardement massif. La nuit du 7 juillet 1944 marqua le début d'une nouvelle tentative alliée pour briser la résistance allemande à Caen. Le premier corps britannique, renforcé jusqu'à atteindre environ 115 000 hommes, fut concentré pour un assaut frontal. Sous le commandement de Bernard Montgomery et Miles Dempsey, le plan combinait une attaque terrestre avec le soutien massif du commandement des bombardiers dirigé par Arthur Harris. L'objectif était de dégager la ville jusqu'à la rivière Orne et de sécuriser des positions de l'autre côté en établissant des têtes de pont. Le déploiement allié assigna à la 3e division d'infanterie britannique l'avance sur le flanc oriental, à la 59e division du major-général Lynn l'axe central et à la 3e division canadienne sous Keller, le secteur occidental. Ces forces bénéficieraient du soutien de la 27e brigade blindée britannique, de la 2e brigade blindée canadienne et des véhicules spécialisés de la 79e division blindée. À cette masse s'ajoutaient les tirs de l'artillerie royale, des unités de la garde, de la 51e division d'infanterie et le soutien naval du cuirassé HMS Rodney, ainsi que d'autres navires de guerre. Face à eux, la défense allemande reposait sur le 1er corps Panzer SS, sous le commandement de Sepp Dietrich, avec la 12e division Panzer SS Hitlerjugend, dirigée par Kurt Meyer, comme noyau principal. À sa droite, la 16e division de campagne de la Luftwaffe couvrait le secteur jusqu'au canal de Caen. À gauche, des éléments du 2e corps Panzer SS maintenaient le contact. Malgré les ordres de relève émis par Hitler le 5 juillet, la division resta en ligne faute d'unités de remplacement. Le déploiement allemand comprenait le 25e régiment Panzergrenadier SS, déployé entre la Bijude et Francqueville, tandis que le 26e régiment maintenait des positions à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et des réserves dans le centre urbain. Des éléments de reconnaissance, d'artillerie et des unités d'escorte complétaient le dispositif. Le quartier général de Meyer se trouvait dans l'ancienne abbaye aux Dames. Le composant blindé allemand était limité mais encore opérationnel. Le 7 juillet, la division disposait de 32 Panzer IV et de 28 Panthers prêts au combat. Ces chars étaient répartis en position d'embuscade à Buron, Gruchy, l'aérodrome de Carpiquet et entre Bretteville et Éterville. Des réserves supplémentaires étaient maintenues près d'Ardennes et à la périphérie ouest de Caen. Les batteries anti-aériennes de 88 mm, déployées en profondeur, assuraient à la fois des fonctions anti-chars et anti-aériennes, renforçant la défense dans des points critiques.
À 20 h le 7 juillet, l'artillerie et le feu naval commencèrent le bombardement préliminaire sur Caen. Près de 2 heures plus tard, à 21 h 50, l'attaque aérienne principale débuta. Un total de 467 bombardiers Lancaster et Halifax larguèrent environ 2500 tonnes de bombes sur la ville. L'opération incluait des fusées à retardement conçues pour empêcher les mouvements allemands durant les heures suivantes. La destruction urbaine fut massive. Une grande partie de la ville fut réduite en ruines, les voies de communication furent bloquées et des centaines de civils français furent tués. Cependant, des structures comme la cathédrale et l'abbaye aux hommes restèrent intactes. Malgré le volume de l'attaque, les pertes allemandes furent limitées et une grande partie des défenses resta intacte. La 12e SS perdit moins de 20 hommes et 2 chars Panzer IV, tandis que les unités de la Leibstandarte enregistrèrent encore moins de pertes. Le dispositif du bombardement limita son effet tactique, car les bombes furent larguées à plus de 5 km derrière les positions avancées, afin d'éviter de toucher les troupes alliées, empêchant également l'infanterie alliée d'exploiter immédiatement ses effets. Durant la nuit, l'artillerie alliée continua de frapper les accès au sud de la ville. Dans les positions allemandes, l'attente était constante. Les unités restaient en alerte, prêtes à ouvrir le feu dès le début de l'avance terrestre. Cependant, l'assaut ne survint pas immédiatement. Le temps s'écoula dans le silence, générant de l'incertitude chez les défenseurs. Dans les lignes de Meyer, le moral ne s'effondra pas après le bombardement. Les troupes interprétèrent le résultat comme une démonstration de force sans effet décisif. Les communications restèrent opérationnelles et les unités maintinrent leur position. La défense demeurait intacte, en attente de l'attaque qui devait suivre le bombardement. Pendant ce temps, au commandement allié, l'opération reflétait une pression stratégique croissante. L'avancée en Normandie était au point mort, les pertes augmentaient et la nécessité de résultats tangibles devenait urgente. La décision d'employer des bombardiers lourds contre une cible urbaine répondait à cette pression. Cependant, l'efficacité réelle de l'attaque sur les forces allemandes restait limitée. À l'aube du 8 juillet, la ville avait été dévastée, mais les unités allemandes occupaient toujours leur position et les lignes restaient intactes. À 4 h 20, commença la phase terrestre de l'opération Charnwood. Un total de 656 pièces d'artillerie ouvrirent le feu simultanément sur les positions allemandes. Sous cette couverture, les divisions britanniques avancèrent vers leurs objectifs initiaux. L'offensive canadienne était programmée pour 7 h 30, conditionnée à la progression des unités britanniques durant les premières heures de l'attaque. Les objectifs assignés étaient précis. La 176e brigade devait prendre la Bijude et Éperon. La 197e brigade avançait vers Galmanche. Dans le secteur canadien, la 9e brigade d'infanterie avait pour objectif Buron, Gruchy, Auty et Frankville. Parallèlement, la 8e brigade canadienne devait capturer l'aérodrome de Carpiquet une fois les approches de la ville sécurisées. Malgré de nouvelles attaques aériennes menées par des bombardiers moyens de la 9e force aérienne américaine contre des positions spécifiques, les unités de la 12e division Panzer SS maintinrent leurs lignes initiales durant les premières heures. Les troupes de Kurt Meyer répondirent par des tirs coordonnés d'artillerie, d'armes automatiques et de positions anti-chars contenant l'avance dans plusieurs secteurs. Le combat s'intensifia rapidement. La 59e division britannique engagea 7 bataillons d'infanterie et 2 de chars sur l'axe central. Les Canadiens déployèrent 9 bataillons d'infanterie et 2 blindés dans leur secteur. Tout au long de la journée, la pression sur les positions allemandes augmenta de manière constante. Sur le front de la 12e SS, la situation commença à se détériorer. La 16e division de campagne de la Luftwaffe, située sur le flanc droit, s'effondra sous la pression britannique, laissant la ligne défensive exposée. Les forces britanniques pénétrèrent jusqu'aux abords de Caen, compromettant l'intégrité du système défensif allemand. Le 1er bataillon du 25e régiment Panzergrenadier SS fut contraint d'abandonner la Bijude. Éperon passa sous menace directe. À Galmanche, les restes du 2e bataillon se retrouvèrent isolés. À 15 h 50, des unités britanniques atteignirent Saint-Contest, consolidant leur avance. À Buron, le 3e bataillon Panzergrenadier SS fut encerclé par les forces canadiennes. Une tentative de contre-attaque à 17 h 30, menée par des éléments de Panther de la 3e compagnie sous le commandement de von Ribbentrop,
échoua après la perte de 7 chars lors de la tentative de rupture de l'encerclement. Pendant ce temps, Grouchy, Auty, Frankville et l'aérodrome de Carpiquet tombèrent aux mains des Canadiens. Le coût fut élevé. Le régiment North Shore perdit 262 hommes, dont 62 tués. Les forces allemandes résistèrent, mais la pression alliée était supérieure en nombre et en moyens. À 18h30, le major général Keller engagea la 7e brigade canadienne dans le combat. 3 heures plus tard, Cussy fut capturé après de violents combats. La batterie anti-aérienne de 88 mm commandée par le capitaine SS Karl Ritzel fut détruite sur sa position après avoir résisté jusqu'au bout. Les pertes canadiennes à ce point atteignirent des dizaines de morts et de blessés. Les tentatives alliées de progresser rapidement vers les ponts de l'Orne échouèrent en raison de champs de mines et d'une résistance organisée à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Dans l'ensemble de la Normandie, l'intensité des combats continua de croître, sans rupture décisive immédiate du front. Les unités de reconnaissance britanniques et canadiennes ne parvinrent pas à exploiter l'avance. À la tombée de la nuit, la situation allemande était critique. Les unités de Meyer étaient épuisées et fragmentées. La pression ennemie dépassait la capacité de résistance. Meyer demanda l'autorisation de retirer ses forces. Sepp Dietrich rejeta initialement la demande, invoquant les ordres directs d'Adolf Hitler de tenir Caen à tout prix. Finalement, après intervention de l'état-major du corps, un retrait conditionnel fut autorisé si les unités étaient contraintes de reculer en combattant. Cette interprétation permit à Meyer d'ordonner le repli vers le sud de l'Orne. Les pertes allemandes de la journée furent significatives. Au moins 423 pertes furent enregistrées entre morts, blessés et disparus, sans compter des unités dont les données n'avaient pas été entièrement documentées. Le parc blindé fut réduit à une fraction de sa capacité initiale, avec des pertes de Panthers et de Panzer IV durant les combats. À 19h15, Erwin Rommel autorisa formellement le retrait de l'armement lourd et la réorganisation des forces au sud de l'Orne. L'ordre reflétait l'impossibilité de maintenir la ville face à la pression alliée. Le retrait durant la nuit du 8 au 9 juillet se déroula dans des conditions extrêmement difficiles. Les unités allemandes couvrirent le repli en subissant des attaques constantes. Le 1er bataillon de grenadiers Panzer SS résista dans le secteur des Prongs, permettant le retrait d'autres unités. De petits groupes réussirent à s'échapper de positions encerclées en profitant de l'obscurité. À l'abbaye d'Ardennes, les dernières résistances se maintinrent jusqu'après minuit avant d'abandonner définitivement la position. Durant le 9 juillet, la résistance allemande au nord de l'Orne continua de manière fragmentée. Les forces alliées avancèrent lentement à travers une ville entièrement dévastée. Les ruines, les décombres et les incendies gênaient les mouvements et la coordination. Les troupes britanniques atteignirent le centre de Caen autour de midi, mais l'avance urbaine resta lente en raison de la destruction généralisée. Les unités canadiennes durent recourir à un soutien blindé pour déloger les derniers foyers de résistance à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. Le repli allemand culmina avec la destruction des ponts sur l'Orne après le passage des dernières unités, permettant à la 12e SS et à la Leibstandarte d'établir de nouvelles positions défensives sur la rive sud. Bien que les forces alliées aient réussi à occuper une grande partie de la ville, le coup fut extrême. Des milliers de pertes en quelques jours et des dizaines de chars détruits lors des combats. Après ce mouvement, le commandement allemand parvint à réorganiser ses unités affaiblies en une ligne compacte, se préparant à résister à la pression ennemie dans les secteurs encore sous son contrôle durant les jours suivants. Rupture totale, l'armée allemande perd la Normandie. Le 10 juillet 1944, avant l'aube, le 8e corps britannique lança l'opération Jupiter avec un objectif défini, dominer la ligne élevée entre les rivières Odon et Orne. La mission fut confiée à la 43e division d'infanterie Wessex, sous le commandement du major général Thomas, renforcée par la 31e brigade de chars, la 4e brigade blindée et la 46e brigade des Highlands. L'heure de début fut fixée à 5 heures du matin. Dans le secteur défensif, le dispositif allemand était organisé en profondeur. Des éléments du 12e régiment Panzer SS sous le commandement de Max Wünsch, ainsi que des unités de la Leibstandarte SS Adolf Hitler souffraient, déployaient des blindés, Stugé et grenadiers Panzer sur des positions dominantes.
La crête entre la colline 112 et la colline 113 était sous la responsabilité de la 10e division Panzer SS Frundsberg, dirigée par le brigadier SS Heinz Harmel. Les premières heures montrèrent une progression alliée apparente. À 6h15, le 5e bataillon du régiment Dorsetshire signala la prise du château de Fontaine, bien que les combats se poursuivaient dans ses environs. 2 heures plus tard, le 4e Dorset atteignit Etterville avec l'appui de chars Churchill. Au même moment, le 7e bataillon Hampshire annonça la prise de Malto à 9h15, mais sa position fut immédiatement soumise à des tirs blindés allemands. En milieu de matinée, la situation changea. Des unités allemandes, incluant des Tigers du 102e bataillon lourd SS sous Hans Weiss et des éléments de la 1re compagnie de Mobius, lancèrent des contre-attaques coordonnées. L'infanterie de la 11e compagnie SS dirigée par le lieutenant Hasse pénétra de nouveau dans Malto. 9 chars d'appui britanniques furent détruits et la position revint aux mains allemandes en quelques heures. Sur la colline 112, l'avance alliée s'arrêta. Le 4e Somerset Light Infantry et les chars du 7e régiment de chars ne parvinrent pas à franchir la crête. Des dizaines de Churchill furent exposés sur un terrain élevé et furent systématiquement détruits par des tirs anti-chars. Le terrain resta couvert de véhicules détruits et de corps dispersés dans la haute herbe. Dans l'après-midi, les tentatives britanniques se poursuivirent. À 19h30, le 5e DCLM avança avec 14 Churchill vers le sommet, traversant les restes des combats précédents. Ils parvinrent à établir une position précaire, mais à l'aube du lendemain, les chars survivants se replièrent. Les pertes accumulées furent sévères. Le 7e et le 9e régiment de chars perdirent 39 chars. Le 5e Dorset subit 208 pertes et le 4e SLM en subit 189. Durant la nuit du 10 au 11 juillet, les unités de la Leibstandarte lancèrent des contre-attaques dans le secteur. Le 1er et le 2e bataillon de panzergrenadiers SS avancèrent sur Etterville et Malto, où les positions changèrent de main de façon continue. Dans cet intervalle, une compagnie du 3e bataillon SS enregistra 44 pertes en une seule nuit de combat. Le 11 juillet, les affrontements se poursuivirent avec la même intensité. Des éléments du 1er et du 2e corps Panzer SS, appuyés par des chars Tiger et des canons d'assaut Stugé, maintinrent la ligne défensive. La colline 112 resta un terrain disputé sans contrôle définitif par aucun des deux camps. Le 5e bataillon de l'infanterie légère de Durham, DCLE, subit 254 pertes en moins de 12 heures, incluant plusieurs officiers clés. Malgré la supériorité numérique alliée, 5 brigades d'infanterie et 2 blindés face à des forces allemandes bien inférieures, le résultat fut un échec opérationnel. Les unités allemandes conservèrent le terrain clé entre l'Odon et l'Orne. L'opération Jupiter laissa plus de 2000 pertes alliées sans atteindre ses principaux objectifs. Après les combats, la 12e division Panzer SS fut retirée temporairement pour réorganisation, tandis que la Leibstandarte assumait la défense du secteur sud. 8 jours plus tard, le 18 juillet, l'opération Goodwood commença. L'objectif était de rompre le front à l'est et d'attirer les réserves blindées allemandes. L'attaque fut précédée de l'un des bombardements aériens les plus intenses de la campagne. Plus de 1100 bombardiers lourds britanniques, suivis de centaines d'appareils américains, déversèrent des milliers de tonnes d'explosifs sur le front allemand. Les positions avancées allemandes subirent des dommages, mais le noyau défensif resta opérationnel. Des unités comme le Kampfgruppe de Hans von Luck et des batteries de canons d'assaut automoteurs conservèrent leur capacité de combat. Même sous le bombardement, les équipages allemands parvinrent à se réorganiser et à regagner leur position. À 7h45, les blindés britanniques commencèrent l'avance. 3 divisions blindées devaient progresser à travers un corridor étroit, limité par un terrain industriel et des lignes ferroviaires surélevées. La formation en colonne et la congestion ralentirent le mouvement dès le début. À 9h30, les premiers Sherman entrèrent à portée des positions allemandes. Les canons d'assaut d'Alfred Becker ouvrirent le feu depuis des positions dissimulées à Le Mesnil-Fremantle et Le Poirier. En quelques minutes, 12 chars britanniques furent détruits. Plus au sud, le feu des canons de 88 mm et les contre-attaques des unités Panzer stoppèrent l'avance. Sur la crête de Bourgebus, les forces allemandes sous le commandement de la Leibstandarte organisèrent une défense en profondeur. Panther, Panzer IV et Stug
furent déployés en profondeur, couvrant chaque axe d'approche. À midi, les blindés allemands contre-attaquèrent. Des éléments dirigés par Jochen Peiper et des unités de la Leibstandarte interceptèrent les régiments britanniques avancés. En quelques minutes, 29 chars du Fife and Forfar Yeomanry furent détruits, y compris celui du commandant du régiment. La pression allemande se poursuivit tout au long de la journée, maintenant les forces britanniques sous un feu constant et empêchant toute tentative de réorganisation ou de progression soutenue. À la fin de la journée, l'avance britannique était stoppée. Les positions clés, Bourgebus, Hubert-Folly, Bras, Four, restaient sous contrôle allemand. L'offensive avait subi des pertes massives, sans parvenir à percer. Pendant ce temps, dans le secteur de Caen, les forces alliées continuèrent à exercer une pression. Les formations allemandes, incluant des éléments de la 12e division SS Panzer et des unités du 1er corps Panzer SS, maintinrent des positions défensives solides, utilisant le terrain élevé et les champs ouverts pour maximiser l'efficacité de leurs armes anti-chars. Cependant, l'usure accumulée était évidente. De nombreuses unités opéraient avec des effectifs réduits et un matériel limité, ce qui rendait difficile le maintien d'une défense prolongée face à la pression constante. Dans ce contexte, la situation allemande finit par devenir intenable. La ville tomba finalement aux mains des Alliés le 20 juillet 1944, après plus d'un mois de combats continus, très loin de l'objectif initial qui prévoyait sa capture le jour même du débarquement. Ce retard refléta la difficulté réelle de la bataille et le niveau de résistance rencontré dans le secteur. Durant cette période, les forces alliées subirent des dizaines de milliers de pertes et la perte de centaines de chars de combat, tandis que les unités allemandes, bien que présentant des chiffres absolus plus faibles, virent leur potentiel blindé et leur capacité opérationnelle réduits de manière critique. Ainsi, la bataille de Caen se conclut comme un affrontement à coût élevé pour les deux camps. Une victoire alliée en termes territoriaux, mais obtenue après une longue usure et une défense allemande efficace à court terme qui, toutefois, ne put modifier le résultat final de la campagne en France.